Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. Dakar dénonce le coup d'État de trop. Le Sénégal se dit prêt à intervenir militairement au Niger si la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, décide d'une intervention visant à rétablir dans ses fonctions le président de la République, Mohamed Bazoum. La dynamique interne des écosystèmes forestiers sous l'effet du réchauffement climatique. Conséquence, un massif forestier en forte baisse. Environ 2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année sur le continent africain. La Côte d'Ivoire est l'un des pays concernés par ce fléau. Promouvoir les musiques traditionnelles tchadiennes, Jazzbé Dildongar, alias Jazz Valeur, en a fait une mission. Le musicien insiste sur la nécessité d'œuvrer en faveur de la sauvegarde de ce patrimoine culturel. C'est sa première longue déclaration publique depuis qu'il a été renversé le 26 juillet. Le président démis de ses fonctions, Mohamed Bazoum, toujours séquestré à son domicile par des militaires putschistes, s'est exprimé ce jeudi 3 août dans une tribune publiée par le journal américain The Washington Post. Il appelle le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. C'est ce qu'a écrit le président nigérien qui met en garde contre les conséquences de ce coup d'État qui, selon lui, pourrait être dévastatrice pour la région du Sahel et au-delà. Cette tribune intervient à 2 jours de la date butoir fixée par la CEDEAO qui a donné jusqu'à dimanche aux putschistes pour rétablir Mohamed Bazoum sous peine d'une intervention militaire contre les putschistes qui, eux, annoncent, je cite, une riposte immédiate à toute agression. Les militaires, auteurs du coup d'État, dénoncent par ailleurs les accords militaires conclus avec la France concernant notamment le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents dans le cadre de la lutte antiterroriste. La France compte actuellement 1500 soldats déployés au Niger. Sachez également que les militaires nigériens qui ont pris le pouvoir ont aussi annoncé mettre fin aux fonctions d'ambassadeurs du Niger dans 4 pays, en France, aux États-Unis, au Togo et au Nigeria. Le Sénégal enverra ses soldats si la CEDEAO décide d'une intervention militaire au Niger. C'est ce qu'a déclaré la ministre sénégalaise des Affaires étrangères. Cette éventuelle intervention ferait donc suite au coup d'État survenu au Niger le 26 juillet et à l'ultimatum posé par l'organisation sous-régionale qui arrive à son terme donc ce dimanche. Une pression internationale face à laquelle le pouvoir militaire nigérien a indiqué qu'il ne cédera pas. Samantha Saberou Saboubanga. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall a annoncé ce 3 août 2023 qu'en cas d'intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Niger, le Sénégal enverra son armée. Face à la presse, la chef de la diplomatie sénégalaise a invoqué les engagements internationaux de son pays envers la CEDEAO et le fait qu'il s'agissait du coup d'État de trop dans cette région. Pourquoi nos soldats doivent y aller? Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État, prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Réunis 4 jours plus tôt à Abuja, la capitale nigériane, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont donné à la junte nigérienne jusqu'au dimanche 6 août pour établir dans ses fonctions le président renversé Mohamed Bazoum, sans quoi elle pourrait aller jusqu'au recours à la force. Les militaires nigériens ont annoncé le 3 août qu'ils riposteraient immédiatement en cas d'agression ou de tentative d'agression contre leur pays par la CEDEAO. Pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali? Pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée? Pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina? Et pourquoi on le fait pour Niger? Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir
pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité? Face à cette mobilisation de la communauté internationale contre le putsch au Niger, le Mali et le Burkina Faso ont exprimé leur soutien aux nouveaux dirigeants du Niger et ont mis en garde contre toute intervention armée qui s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina. Tout en condamnant le coup d'État, l'Algérie a aussi mis en garde contre les risques de déstabilisation durable du Niger en cas d'intervention armée. Un peu plus de 800 000 électeurs gabonais sont appelés aux urnes le 26 août prochain pour les élections générales. 3 scrutins en une seule séquence, l'élection présidentielle, les législatives et les élections locales. À quelques jours du vote, le Centre gabonais des élections annonce l'adoption controversée du bulletin unique pour l'élection du chef de l'État et des députés. Samantha Saberou Saboubanga. Pour l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale prévue le 26 août 2023, le Centre gabonais des élections CGE a opté pour le principe d'un bulletin unique combinant ces 2 scrutins pour chaque parti politique. Devrait, selon certains observateurs, permettre à l'État gabonais de faire des économies substantielles et de faciliter la gestion du système électoral. Matériellement, le bulletin unique, si tant est que cela est définitivement entériné, il se présenterait de la façon suivante, c'est-à-dire que le parti politique qui présentera un candidat à l'élection du président de la République aura la photo du candidat à l'élection du président de la République estampillée sur le bulletin. Le même parti qu'il présentera un candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, ce même parti aura la photo de son candidat à l'élection des députés sur le même bulletin. À 4 semaines des scrutins, la réforme du Centre gabonais des élections suscite de nombreuses questions du côté de l'opposition. Pour elle, les nombreuses réformes effectuées ces dernières semaines par le CGE pourraient déstabiliser certains électeurs. Je pense que le péché cardinal qui a été commis au CGE, c'est de nommer à la tête de cette institution qui se voudrait indépendante un PDGiste pur et dur. Et toutes les manœuvres de ce responsable avec toute son équipe, c'est de permettre à ce que le PDG soit toujours en tête des élections et qu'Ali Bongo soit toujours là. Parce que c'est ce qu'ils essaient de faire. Selon le Centre gabonais des élections, la nouvelle mesure présente de nombreux avantages, notamment la réduction non seulement du taux d'abstention et des votes nuls du fait de mauvaises manipulations. Bien plus, avec un bulletin unique à printemps, il y aura un gain de temps dans le processus de dépouillement. Notons que ce mode électoral instauré au Gabon à la demande de l'opposition est déjà utilisé dans plusieurs démocraties africaines. Il s'agit entre autres du Kenya ou encore de la Côte d'Ivoire. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. Sur le continent, on estime que le couvert forestier de certains pays est passé de 67 à 54% du territoire entre 2003 et 2018. En Afrique, près de 2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage de Marcel Kouassi-Amoin. À l'instar de plusieurs pays, la Côte d'Ivoire est confrontée à des problèmes environnementaux d'origine diverses, notamment la disparition du couvert forestier, l'appauvrissement des sols, la pollution et l'eutrophisation des eaux, la pollution de l'air, la dégradation des lieux urbains, la persistance des maladies environnementales. Face à ces défis, l'État de Côte d'Ivoire s'engage à gérer durablement ses terres et son patrimoine forestier. Les forêts sont importantes pour la Côte d'Ivoire parce qu'elles représentent un puits de carbone et un réservoir de biodiversité pour les générations actuelles et futures. C'est pourquoi mon pays s'engage à reconstituer notre patrimoine forestier, à gérer durablement nos forêts et à mieux planifier
l'utilisation de nos terres. Nous engageons ainsi notre pays dans une transition écologique effective afin de parvenir à un développement inclusif et bas carbone. Le reboisement à grande échelle reste une option prioritaire pour le pays. Plus de 28 millions d'arbres ont été plantés depuis juin 2021. Le pays entend ainsi porter son taux de couverture forestière de 10% à 20% d'ici à 2030 pour un montant de 600 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire entend ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici 2030. Ramener et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement à 20% à l'horizon 2030. Depuis 2011, le pays d'Afrique de l'Ouest s'est fortement engagé dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce programme inclut les rôles de conservation des stocks, de gestion durable et d'accroissement des stocks de carbone, REDD+. Le portrait à présent de Diasrabé Ndildongar, alias Jazz Valeur. Voilà des années que le musicien tchadien fait la promotion des musiques traditionnelles locales, un riche patrimoine culturel qu'il faut sauvegarder. C'est l'objectif du travail de cet artiste que notre correspondant Mamad Ramadan a rencontré. Reportage avec les commentaires de Joël Ballot. Jean-Yves Legrand, ça c'est pour les parents du maillot Kébi géographique. L'artiste Diasrabé Ndildongar, surnommé Jazz Valeur, est un musicien qui promeut la musique locale à travers des chansons et des danses folkloriques tirées des tiroirs tchadiens. Celui qui a commencé très tôt la musique dans la chorale vient de mettre sur le marché son 3e album avec des sonorités uniquement en langue locale. Pour lui, au-delà de sa passion pour les rythmes traditionnels, son métier d'enseignant lui a appris à adapter son message à son public qui n'est pas forcément alphabétisé. Je suis dans le tradi moderne, c'est-à-dire je suis dans le terroir, mais dit-on que la musique n'a pas de frontières, donc je visite de temps en temps la rumba congolaise. Donc sinon je fais le tradi moderne, je fais les saïs, les gournas, les bayans, les ndo, les musiques de chez nous. Diasrabé Ndildongar estime que faire danser les siens au rythme de leur culture et au pas cadencé de leur tradition est un devoir social. Ces différents concerts sont organisés dans les milieux modestes et accessibles au public. Les concerts sont une occasion pour lui de faire passer des messages de cohabitation pacifique, de la promotion de la femme dans la société et de l'éducation des enfants. Vendredi, samedi, dimanche. Je vis dans la société et donc je travaille avec le vécu quotidien des individus, des concitoyens. Je regarde un peu la politique, comment les politiciens gèrent la cité. Je regarde un peu les compatriotes de façon générale, comment ils vivent dans la société. Donc je traite beaucoup de thèmes sociopolitiques, socioculturels, beaucoup de thèmes que je traite. Pour rappel, l'artiste musicien Diasrabé Ndildongar est un enseignant de formation qui se définit lui-même comme un éducateur attitré de la société. Pour l'artiste, l'éducation de la société et la préservation des bonnes mœurs priment sur le business culturel. Le football féminin en Afrique, malgré les clichés qui présentent le football comme un sport exclusivement masculin, de plus en plus de filles et de jeunes femmes africaines se montrent décidées à percer dans cette discipline où les discriminations et la concurrence persistent. Mais déterminées, beaucoup ont l'espoir d'évoluer dans ce domaine, devenir un jour de grandes joueuses de football. Au Cameroun, c'est un reportage de Narcisse Oum.
Dans ce terrain vague du quartier du Kolo à Bonaberi, dans le 4e arrondissement de Douala, comme ici au stade de Makepes, situé également dans la capitale économique du Cameroun, de jeunes filles passionnées de football s'échauffent en improvisant une série de jongles, balles aux pieds, attirant une foule de curieux. Sur des pelouses réglementaires comme sur des stades improvisés, ces apprentis footballeuses issus des milieux défavorisés pour la plupart se forment au foot, motivés par la trajectoire des Lions indomptables, unique sélection africaine qualifiée pour les 8e de finale au Mondial 2015. J'aimerais être professionnel. Pourquoi ne pas être comme Adjara, Nganamouet, peut-être même jouer à l'extérieur comme mes grandes sœurs. Bon, le football pour moi c'est d'abord une passion, un rêve qui si prête à Dieu va se réaliser. Je rêve de faire carrière foot puisque je suis d'abord talentueuse. Donc je veux jouer comme Wendy Renard puisque c'est elle mon idole. Bon, mon rêve c'est de mettre ma famille en haut. Ce qui me pousse à jouer au ballon c'est un truc que je suis née avec parce que je n'ai pas été bref à l'école mais je me suis focalisée sur le ballon depuis étant petite à l'école primaire et tout. Mon but c'est de réussir et avancer. Au cours de cette matinée, les responsables évaluent le niveau de performance des joueuses tout en poursuivant la formation. Les joueuses venues de plusieurs quartiers sont soumises aux tests technico-tactiques, athlétiques et psychologiques. Au-delà de l'aspect purement sportif, les encadreurs insistent sur la simulation des notions d'éducation à la citoyenneté, du secourisme et du média training. Pour vous dire vrai, j'ai failli démissionner presque 3 fois parce qu'il m'est arrivé d'appeler le président 3 fois de suite pour dire que l'équipe des filles, vraiment, je ne peux plus. Parce que les femmes ne sont pas comme les hommes, tellement capricieuses. C'est chez les femmes, nous avons compris que ce n'est pas les diplômes qui entraînent chez les femmes, mais c'est la pédagogie. Elle, c'est la pédagogie, savoir les prendre. Il faut te mettre à leur peau, il faut gérer les humeurs. Ici, comme dans la plupart des académies au Cameroun, la formation est gratuite, bien encadrée et tous les équipements sportifs sont fournis parfois par les promoteurs. À noter, les centres de formation ou académies de football au Cameroun fonctionnent souvent sous la formule d'internat, sous le modèle sport et études. Seulement, pour des raisons d'indisponibilité d'infrastructures adaptées, les pensionnaires se retrouvent simplement lors des regroupements ponctuels. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.